Hello, bienvenue chez les Mères Nature, le podcast qui accompagne toutes les étapes de ta maternité. Nous y abordons des sujets variés, de la fertilité au postpartum, en passant par la grossesse avec des professionnels qualifiés. Je suis Cécile et moi c'est Livia. Nous sommes sœurs et fondatrices de Gariguette qui te propose ce podcast. Retrouve-nous sur Instagram, sur gariguette au pluriel-fr et sur notre site web gariguette.fr où tu découvriras nos infusions adaptées à chaque étape de ta maternité et qui vont soulager tes symptômes. Bonne écoute! Aujourd'hui, on est plus que ravis de vous proposer le premier épisode de 3 hors-série sur l'allaitement. On a l'honneur d'enregistrer ces épisodes avec Grandir Nature et plus précisément avec Laura qui est consultante en lactation IB-CLC et avec Muriel qui est responsable des relations avec les professionnels de santé. Dans cet épisode, on va parler de mise en place de l'allaitement. Si vous êtes enceinte et que vous souhaitez allaiter, ou tout simplement si le sujet vous intéresse, vous êtes au bon endroit. On va tout vous expliquer. D'ailleurs, on vous conseille d'écouter cet épisode en entier pour y découvrir une surprise à la fin. Bonjour Laura. Bonjour. Alors pour commencer, quels conseils tu pourrais donner aux futures mamans qui souhaitent se préparer à l'allaitement pendant la grossesse ? Oui, par rapport à ça, je pense que ce qui va être assez important, c'est de penser le projet. D'en discuter tout d'abord avec le conjoint, d'être bien ancré en fait et soutenu dans cette aventure. Je pense que voilà, on peut déjà démarrer par ça. Je dis souvent, alors moi j'ai pas mal de mamans au téléphone, via ma profession, j'accompagne beaucoup de parents dans leurs projets. Et je crois que c'est important de se faire confiance en fait, dans nos capacités à allaiter nos bébés. Je voulais rappeler que la fonction primaire du sein, c'est quand même la nutrition. Et qu'en tant que mammifère, on est physiologiquement programmé pour produire du lait. Je me rends compte quand même beaucoup dans ma pratique qu'il y a cette crainte, souvent non fondée en fait, qu'une mère ne peut pas réussir à nourrir son bébé de son lait exclusivement. Et je voudrais rappeler que très peu de mères sont concernées par cette problématique et que lorsque c'est le cas, eh bien, il y a une raison médicale derrière qui est bien spécifique et qui l'explique. Donc déjà, je voudrais rassurer les mamans qui nous écoutent que, on produit du lait pour nos bébés. Je crois que j'aurais aussi envie de leur conseiller un petit livre que j'aime beaucoup, qui a été écrit par Suzanne Colson sur l'allaitement instinctif. Encore aussi, beaucoup de personnes que j'ai en accompagnement me disent « Oh, mais on a beaucoup d'informations, ça vient de droite, de gauche, on ne sait plus trop, les discours sont discordants. » Du coup, dans tout ça, on oublie un petit peu de s'écouter. Et ces travaux, en fait, s'appuient sur les comportements spontanés et les capacités innées du bébé et de sa maman pour un allaitement, en fait, naturel, efficace et confortable. Donc, je pense que si on a envie de lire, qu'on aime lire, je crois que c'est un petit ouvrage qui est très intéressant. Dans certains cas particuliers, un petit conseil que je pourrais donner aussi aux mamans avant la naissance du bébé, ça c'est dans certains cas particuliers quand on sait qu'il va y avoir par exemple maman-bébé séparée ou une césarienne programmée, c'est qu'on peut extraire le colostrum avant la naissance. Donc ce premier lait, il se fabrique déjà à partir de 16 semaines de grossesse. Et c'est un liquide qui est très important pour le bébé, pour son démarrage. Et c'est quelque chose qu'on peut donner même si on est séparé au début. Et donc, c'est important d'en discuter avec son professionnel de santé en amont. Le colostrum, du coup, on peut, si par exemple l'accouchement qui est prévu est un accouchement naturel, là, il n'y a pas besoin de l'extraire avant? Non, c'est ça en fait. En général, quand tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème médical particulier, le bébé, quand il est posé tout contre sa maman, en fait, va se mettre à téter et à extraire lui-même ce colostrum. Et c'est vrai que quand il y a un démarrage plus difficile ou des choses qu'on n'a pas anticipées, comme une césarienne parfois même d'urgence, ça peut être intéressant en fait de tirer son colostrum en amont si on sait que bébé ne va pas être en tout cas, ça va pas être possible pour lui de téter dans les premières heures. Et est-ce que tu peux nous redonner une petite définition du colostrum? Alors oui, le colostrum, c'est ce premier liquide en fait que la maman va sécréter, qui est très riche en anticorps. C'est un aliment qui est vivant, qui s'adapte en fait aux besoins du nouveau-né. Et alors en soi, c'est pas un liquide il va être plutôt épais, jaunâtre, et il va finalement correspondre en fait aux besoins du bébé à l'instant T, et lui transmettre en fait tout ce dont il a besoin.
et la magie de la nature, c'est que eh bien, une maman qui accouche d'un bébé prématuré ne sécrétera pas tout à fait le même colostrum qu'une maman d'un bébé qui est né à terme, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Justement, on parlait d'accouchement. Est-ce qu'il y a des choses à faire et des premiers gestes qui sont importants, à connaître pour bien démarrer l'allaitement, vraiment juste après l'accouchement? Oui. Alors, moi, je crois que quand c'est possible, l'idéal serait d'avoir le bébé en contact peau à peau, tout de suite, directement après la naissance, tout proche du sein, hein, de sa maman. C'est un petit peu, finalement, l'endroit, parfait pour transitionner de la vie, intra-utérine vers le monde extérieur. Et finalement, c'est intéressant de savoir que l'odeur du lait, hein, c'est la même que le liquide amniotique dans lequel bébé a baigné pendant 9 mois et c'est un réel repère de sécurité pour le tout petit. Donc ce contact va favoriser vraiment l'ATT précoce dans l'heure qui va suivre la naissance, hein, et ainsi la bonne mise en route de la lactation. Mais finalement aussi, ça va construire et finalement favoriser le lien d'attachement. Bébé, il est nourri du colostrum, ce premier lait voilà, dont on a parlé, hein, il y a quelques instants. Et ce colostrum contient, je ne l'ai pas dit, mais aussi des facteurs de croissance épidermique, hein, qui aident en fait au développement de la muqueuse intestinale et des facteurs, donc ça on en a parlé, immunologiques qui participent à sa protection. Donc voilà, en contact direct, peau à peau, tout de suite après la naissance, ça peut être un premier geste très intéressant à faire. Je crois aussi que c'est important de préserver ces premiers instants de vie quand c'est possible, hein, c'est de pas trop avoir d'intervention médicale autour de cette naissance, que chacun puisse faire connaissance finalement, hein, dans cette nouvelle famille, hein, autant la maman que le coparent, que le bébé, et chacun trouvera sa place petit à petit. Donc vraiment, voilà, faire en sorte de respecter cette petite bulle pendant les heures qui suivent la naissance. Ça me paraît important. Et bien sûr, poursuivre la cohabitation de jour comme de nuit. Donc si possible, ne pas séparer maman et bébé, hein, d'avoir son bébé tout proche de soi. Ça permettra à tout le monde de se rendre compte des compétences de chacun et de repérer aussi plus facilement les signes qui vont montrer que le bébé est prêt à téter pour la maman. Et justement, du coup, après, ces premières heures de vie, la question se pose des positions d'allaitement, comment poser le bébé face à son sein, comment on choisit celle qui nous convient le mieux? Oui, alors c'est aussi une question qui revient régulièrement. Ma réponse va être assez simple. Je crois que l'important, c'est que maman se sente confortablement installée. Je pense pas qu'il faille enseigner aux mères, en fait, de quelle façon positionner leur bébé. On l'a revu, hein, tout est une question finalement d'instinct, de compétence, et je crois que c'est important d'essayer de revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, hein, on est des mammifères, donc je pense qu'il y a quelque chose vraiment, à aller chercher au fond de soi. Et voilà, là encore, Suzanne Colson, elle en parle très bien, hein, dans son ouvrage. Voilà, je crois que peut-être plus penser au confort de la maman. Et du coup, si on suit, ces conseils-là, je suppose que c'est ce qui permet d'éviter tout simplement les crevasses et cetera. Ces problèmes-là, ils surviennent, c'est souvent des problèmes de position du bébé, c'est ça? Exactement. En général, s'il y a une crevasse, c'est vraiment le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avoir une crevasse, c'est pas quelque chose qui est normal et ça, faut vraiment l'intégrer parce qu'on entend des fois: «Oh, l'allaitement, ça fait mal», mais non, l'allaitement, ça doit pas faire mal, ça doit engendrer du plaisir. Et du coup, quand il y a une crevasse, c'est soit effectivement que la position parce qu'effectivement, le bébé n'est pas bien positionné, l'ouverture de bouche finalement n'est pas bonne non plus et du coup le mamelon ne vient pas se loger au bon endroit dans la bouche du bébé et ça crée de la friction. Soit ça peut être aussi en lien avec la position de la maman qui, sans le vouloir, prend une petite position vicieuse, ou dans certains cas particuliers, si la crevasse persiste malgré voilà, qu'on ait un petit peu rectifié ses positions, c'est assez intéressant d'aller voir s'il n'y a pas un petit souci au niveau du frein de langue chez le bébé. OK, et donc une fois qu'on a identifié ce problème-là, c'est censé rentrer dans l'ordre et vous, ce que vous conseillez, c'est plus, le lait maternel, tout simplement? Oui, alors lorsqu'il y a effectivement une crevasse qui est installée, alors le lait maternel, il faut le savoir, ça a une action cicatrisante, antiseptique et hydratante. On n'est pas obligé d'aller, acheter des crèmes, des pommades, voilà, qui parfois ne fonctionnent pas, vraiment. En général, on peut faire des bains de lait maternel avec une petite coquille, d'allaitement, hein, ou alors des compresses de lait maternel qu'on va imbiber de lait frais et on va laisser poser, quelques instants sur le sein, une moyenne de 30 à 45 minutes et après c'est important que les mamans retirent cette compresse pour éviter la macération par contre. OK,
Et alors, une fois que ces problèmes-là sont réglés et on espère en tout cas qu'il y en a Oui, même pas eu, oui. comment on peut s'assurer que le bébé tète efficacement et comment on vérifie qu'il a suffisamment de lait? Alors, c'est important de comprendre que, c'est l'ocytocine en grande partie qui permet l'éjection du lait. Donc par la succion correcte du bébé, il va y avoir un signal, d'envoyer au cerveau pour la production et l'éjection du lait. Et la succion pour autant, doit être observée afin de vérifier en effet que le bébé tète efficacement et que le transfert de lait dans sa bouche soit optimal. Le rythme de succion, il est plutôt rapide au début, hein, donc qu'est-ce qu'il fait le bébé? D'abord il tète, il tète, il tète, il tète, il tète, on ne l'entend pas, on ne le voit pas déglutir. C'est un petit peu la phase d'amorce. Il fait arriver le lait et au bout de quelques minutes, le rythme est plus lent et régulier. Et ce qu'on observe, c'est une succion, une déglutition, une succion, une déglutition. Si on a un bébé qui fait ça pendant quelques minutes, on peut se dire que là, on est sur une tétée qui est nutritive. En général, les déglutitions, elles sont audibles, hein, on les entend, sauf un petit peu en phase colostrale, hein, quand c'est les premiers instants de vie. Le colostrum, comme je le disais, il est plus épais, hein, donc on entend un petit peu moins bien. Mais on peut se référer voilà, à observer ce qui se passe à côté. Et en général, on le voit qui se détend, hein. Les poings au début sont plutôt serrés. Petit à petit, le bébé, progressivement, au cours de la tétée, va détendre ses poings. Et puis après aussi, du côté de la maman, hein, il y a des choses qu'on peut voir et c'est intéressant d'en parler aux mamans, parce que souvent on se fie au bébé, mais la maman aussi, elle ressent des choses, hein, pour se dire bon, ben tiens, là, c'est vrai que ça a fonctionné. Donc en général, le sein s'assouplit au cours de la tétée. Au moment de l'éjection, c'est possible pour la maman de ressentir des petits picotements dans la poitrine, hein. Certaines vont vraiment vont dire qu'il y a comme des petits picotements, des petites fourmis, hein, au niveau du sein. Ça, c'est des décharges d'ocytocine, hein. Voilà, ça permet de savoir que finalement l'éjection de lait est là et arrive. Parfois aussi, l'autre sein va couler en même temps. Quand le bébé tète à droite, le lait coule à gauche, hein. Et la maman ressent au fur et à mesure de la tétée une sensation de soif. Ses joues aussi peuvent être rouges, hein, c'est la libération d'ocytocine, et elle se détend également. OK, c'est très simple finalement, comme tu Oui. disais dès le début. Et du coup, à quelle fréquence un nouveau-né doit être allaité? Parce que c'est vrai que ça peut faire peur aux jeunes parents de savoir si le bébé a eu assez à manger ou pas et combien de temps en général dure une tétée? Alors, c'est vrai qu'avec l'allaitement, il y a quand même cette nécessité à un moment de lâcher prise, parce que c'est vrai l'allaitement au sein, on ne peut pas le quantifier réellement, hein. On ne voit pas les nombres de millilitres que le bébé va ingérer. Donc en général, pas de montre pour minuter les tétées. L'astuce, c'est d'avoir bébé déjà tout près de soi. Ce sera plus facile de repérer les signes qui montrent qu'il est prêt à téter. Donc il faut quand même savoir que même somnolents, les bébés sont capables de téter. Une moyenne de 8 à 12 fois par 24 heures, ça permet de bien mettre en route la lactation et de la maintenir par la suite, hein. Euh, En général, le premier mois, les tétées nocturnes sont quand même assez importantes, voire même par la suite. C'est un peu finalement ce premier mois, le moment de la calibration de l'allaitement. Donc, moi j'aime bien expliquer un peu comme ça, mais durant le premier mois, après la naissance, on a ce qu'on appelle des récepteurs à prolactine. La prolactine, c'est l'hormone qui fabrique le lait. Ces récepteurs sont très nombreux, hein, durant ce premier mois et ensuite ils vont chuter. Donc c'est important de les avoir activés au départ par la succion répétée efficace du bébé, pour qu'ensuite on ait des taux de prolactine plus stables au niveau sanguin et que l'allaitement soit beaucoup plus serein. Donc apprendre à observer les signes que le bébé est prêt à téter me paraît plus utile que de regarder la montre. Et en général, on peut le voir avec les mouvements oculaires, hein, un bébé qui commence à bouger des yeux, même s'il a les yeux fermés, mais qu'on les voit bouger sous les paupières. Si on attend qu'il pleure, ça risque d'être compliqué. La tétée ne va pas être nutritive et efficace, hein. Donc mieux vaut dans ce cas-là, s'il pleure, l'apaiser et recommencer la tétée un petit peu plus tard. Donc impossible de dire finalement combien de temps devrait durer une tétée, parce que chaque duo maman-bébé est unique. Et concernant, le niveau de lactation, c'est vrai qu'on se pose souvent la question de: «Est-ce qu'il faut prendre des tisanes d'allaitement pour augmenter son volume de lait?» Qu'est-ce que tu conseilles aux mamans qui se posent la question? Alors, pas forcément. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est la stimulation qui va créer la production, et plus que la stimulation, c'est le fait, d'aller, drainer le sein, efficacement, hein, qui va permettre d'augmenter la production.
Les aliments galactogènes, comme les dattes, les amandes, tout ce qui est oléagineux, légumineuses et tisanes d'allaitement, bien sûr, ça va venir en soutien, ça va apporter un soutien supplémentaire, ça va aider, hein, c'est des aliments dits galactogènes. Donc on peut en prendre effectivement, hein, dans les moments où on se sent un petit peu plus fatigué, si on a été malade aussi, hein, parce que ça peut un petit peu freiner la production. Si la maman se sent vraiment un peu plus fragile, c'est des périodes où elle peut consommer ce type d'aliments. Et là, tu dis que quand une maman est malade, elle peut produire moins de lait. Il y a d'autres situations, concrètes comme ça, en fait, où une maman peut anticiper le fait qu'elle aura peut-être moins de lait? Alors, on sait que tout ce qui va à l'encontre de l'ocytocine peut bloquer l'éjection du lait. Donc, une maman qui a eu un gros choc émotionnel, un gros coup de stress en soi, hein, ça peut un petit peu impacter sur sa lactation. Si elle a été malade aussi, hein, en effet. Physiologiquement, ce qu'on sait, c'est que plus souvent le sein est vidé, entre guillemets, il sera jamais vraiment vide, hein, mais plus le bébé va le drainer, plus la vitesse de fabrication du lait va être augmentée. Est-ce qu'il y a des mythes courants sur l'allaitement que tu aimerais démystifier? Effectivement, hein, déjà, l'allaitement, souvent j'entends que ça exclut le coparent. Alors, il faut quand même comprendre que le coparent va être très important dans cette aventure, ça va être une des figures d'attachement principales. L'attachement se fait durant les premiers mois qui suivent la naissance du bébé, hein. Donc les personnes qui se sont beaucoup occupées de bébé pendant les premiers mois vont être des figures d'attachement qui ne seront pas interchangeables, hein, elles vont être là. Donc il y a vraiment une place très importante pour le coparent. Et, alors en dehors de la nutrition, il peut faire plein de choses, hein, et je crois que c'est important de le rappeler. Tout petit, même le bébé, ils entendent la voix de ce coparent, donc de continuer à lui parler, lui chanter des chansons, lui raconter des histoires. Ça peut être aussi faire des séances de peau à peau avec le coparent, lui donner le bain, prendre le bain, changer les couches. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'il va pouvoir faire. Et oui, même si effectivement c'est la maman qui va nourrir de son lait, le coparent a vraiment toute sa place à prendre. Et plus tard, hein, il est possible aussi que la maman puisse tirer à un moment donné son lait et que le coparent le donne d'une autre façon. On a aussi souvent, on entend qu'allaiter et travailler, ce n'est pas possible. C'est sûr que dans certaines professions, ça peut être un frein, ça peut être compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on a quand même droit à 1 heure d'allaitement jusqu'au 1 an de l'enfant, c'est-à-dire que la maman peut bénéficier d'1 heure par jour dédiée à des séances de tirage, hein, ou alors certaines mamans vont aller sur le lieu de garde de bébé et allaiter leur bébé. Cette heure peut être scindée en 2 fois 30 minutes, une fois dans la matinée, une fois dans l'après-midi, à voir avec l'employeur, hein. Mais il y a déjà, voilà, il y a déjà ça qui est prévu, hein, par rapport à la reprise de travail. Et alors, c'est sûr, hein, aujourd'hui, on aimerait qu'il y ait plus, mais voilà, on essaye de faire avec ce qu'on a. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut faire. Et puis, on trouve aussi des tire-laits à la location qui sont quand même beaucoup plus compacts, qui sont faits aussi pour des mamans plus actives, qui fonctionnent sur batterie. Et ça, je crois que c'est aussi important, eh bien, d'informer les mamans que voilà, on n'est plus obligé d'avoir les gros tire-laits qui doivent être branchés, hein, sur une prise secteur. Et ça permet effectivement de tirer son lait beaucoup plus sereinement. Et ça, du coup, c'est un sujet aussi, c'est un vaste sujet dont on va parler dans les prochains épisodes. Oui, tout à fait. Oui, je voulais juste parler aussi de l'allaitement, non écourté. Alors on entend des fois, que les mamans, quand elles allaitent un bambin, c'est «plus normal» entre guillemets, et souvent, hein, il y a des regards qui peuvent être assez insistants. Moi, je tiens quand même à rappeler, que l'OMS recommande 6 mois d'allaitement exclusif et de poursuivre cet allaitement jusqu'aux 2 ans de l'enfant, avec bien sûr la diversification à côté, hein, voire plus. Et que finalement, si on laisse faire le petit humain, hein, il se sevrent naturellement, en général, en moyenne, entre 3 et 7 ans. Donc voilà, je tenais juste à rappeler que l'allaitement chez les bébés plus grands, c'est tout à fait physiologique et il n'y a rien d'anormal là-dedans, hein. J'aime pas, même si j'aime pas trop ce mot-là, voilà, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. C'est super de le rappeler. Je suis contente que tu aies parlé de ce sujet-là. Maintenant, Muriel, j'aurais une question aussi pour toi. Est-ce que tu pourrais nous parler de Grandir Nature et du soutien que les mamans et les futures mamans peuvent trouver chez vous?
Oui, bonjour. Alors, Grandir Nature, c'est une entreprise qui existe depuis 2003, que moi j'ai connue en tant que jeune maman, puisqu'à l'époque, c'était juste un site de produits e-commerce qui avait été créé par un couple qui était à l'époque, pour elle biologiste et lui travaillait dans la pharmaceutique. Et ils ont créé un site en ligne de produits bio et nature, puisque c'était des militants écologistes. Donc, moi, j'ai acheté mes couches lavables là-bas. Et Valérie Lacroix, du coup, la fondatrice de l'entreprise, quand elle-même est devenue maman de son deuxième enfant, et qu'elle a voulu reprendre le travail très vite en tant que jeune femme chef d'entreprise, comme tout le monde, elle est allée en pharmacie chercher un tire-lait. Et là, déjà, elle a eu du mal à trouver un tire-lait. Et ensuite, elle a eu une grosse machine, pas du tout adaptée à sa vie de jeune maman active. Et donc là, elle s'est dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose pour les femmes comme moi qui veulent continuer à allaiter et travailler. Et donc, elle s'est attachée à chercher des fabricants qui n'existaient pas encore en France. Et elle a fait rentrer des marques du coup qui proposaient des produits compacts. Et surtout, elle avait à cœur, elle, de proposer à la location des tirelets qui étaient au tarif sécurité sociale, puisqu'à l'époque, on pouvait faire du dépassement d'honoraires sur la location de tirelets. Donc, elle a pris sa casquette de militante. Elle s'est mise à dos un certain nombre de personnes, forcément. Mais voilà, elle a réussi à mettre en place déjà des conseils gratuits pour les mamans, du matériel compact pour la reprise de travail. Et puis, comme elle était biologiste, elle a eu à cœur de passer également le diplôme de consultante en lactation IBCLC, donc le même qu'à Laura. Et donc, elle a vraiment mis en place ce service de conseil pour accompagner les mamans. Et donc voilà, moi je suis rentrée dans l'entreprise quelques années plus tard. Malheureusement, à l'époque, je n'ai pas utilisé les services de Grandir Nature pour la location de tire-lait. Voilà. Mais voilà, je suis convaincue en tout cas qu'on a une grande place dans la vie des mères aujourd'hui sur le conseil et puis le choix du matériel de dernière génération et adapté vraiment à la vie d'aujourd'hui, quoi. Effectivement, et du coup, vous êtes très bien placés pour animer ces 3 épisodes sur l'allaitement qu'on fait Tout à ensemble. fait. Alors, pour finir, Laura, est-ce que tu aurais un petit secret à donner à toutes les mères nature qui nous écoutent? Alors, un secret, je sais pas, mais effectivement, je crois que ce qui va être, à mon sens, très important, c'est de finalement vivre sa maternité bien de la façon qui vous inspire. Pas facile de s'écouter aussi dans un monde où il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'informations contradictoires, des discours divergents. Mais je crois qu'après tout, en tant que mammifère, comme dit encore une fois, on a des instincts, des compétences. Alors faites confiance à vos instincts, aux compétences aussi de votre bébé. De prendre aussi chaque jour et de faire en sorte qu'il vous ressemble. Je crois que si on est en accord avec ses envies, finalement, on a fait une belle part du contrat. C'est très joliment dit, effectivement. En tout cas, merci beaucoup Laura pour cet épisode, pour toutes les informations. C'était passionnant, c'était Avec très plaisir. concret. Et voilà, c'était super riche en conseils. Donc je pense que pour toutes les futures mamans qui nous écoutent, vont être très contentes de découvrir cet épisode. En plus, pour vous gâter, Grandir Nature vous offre moins 15% sur leur boutique en ligne. Vous y trouverez plein de produits spécialisés en allaitement et en bien-être pour maman et bébé, dont nos tisanes. Alors n'hésitez plus, et le code c'est GARI, G-A-R-I 15. On a hâte du coup de te retrouver dans les 2 prochains épisodes Moi qui vont aussi. être dédiés donc à l'utilisation des tire-laits et à la conciliation entre l'allaitement et la reprise du travail. Donc à très bientôt et encore merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que tu as passé un excellent moment en notre compagnie. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lui donner autant d'étoiles que tu veux. Et n'oublie pas, nous sommes toujours disponibles sur Instagram pour répondre à tes questions. Et au fait, les nausées, remontées acides ou jambes lourdes te gâchent la vie? Découvre nos infusions spéciales grossesse sur garigatopluriel.fr pour apaiser tes maux.